Bienvenue à ce premier rendez-vous de la série de webinaires organisés par le pôle académique de Namur que nous avons intitulé Voyage au pays des prérequis. Alors, je suis ravie que vous soyez là aujourd'hui pour écouter les témoignages des deux enseignants qu'on reçoit aujourd'hui et échanger ensemble par rapport à la question plus particulièrement pour le webinaire d'aujourd'hui, des tests de prérequis à l'entrée dans l'enseignement supérieur, ce qu'on peut faire des résultats à ces tests. Avant de débuter, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à éteindre vos micros pour éviter les bruits de fond. Et alors, je vous signale que le webinaire est enregistré. L'enregistrement sera mis à disposition de tous par la suite. Et donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, je vous propose d'éteindre votre caméra. Voilà. Alors, juste un petit mot rapide pour vous expliquer cette série de webinaires, puisque c'est le premier, Voyage au pays des prérequis. Il s'agit en fait de 4 rendez-vous en ligne qui vont avoir lieu de mars à mai, toujours sur le temps de midi avec l'horaire 13h-14h, pour aborder différents aspects liés aux prérequis. C'est pour ça qu'on a parlé de voyage. En réponse, en fait, c'est le pôle académique de Namur organise ça en réponse à une demande des établissements et à un questionnement quant à la manière d'accompagner les étudiants pour combler leur manque de prérequis qui est cette année exacerbé. C'est déjà un problème constaté par le passé, mais qui est plus important cette année suite à la crise sanitaire et à 2 années dans l'enseignement secondaire assez particulières avec l'enseignement hybride, à distance, des périodes sans enseignement, des sessions d'examen parfois qui n'ont pas été organisées, etc. Et donc, l'idée, c'est de laisser un espace pour des partages de pratiques d'enseignants du pôle. Il y aura également, ça c'est notre prochain rendez-vous, une conférence spectacle et enfin des temps d'échange entre enseignants au sujet de cette thématique. Le programme qu'on vous prépare pour les prochains rendez-vous, donc aujourd'hui, les tests de prérequis, je vais le détailler juste après. Le prochain rendez-vous, c'est le lundi 28 mars avec la conférence spectacle La convivialité. En fait, Arnaud Hout et Jérôme Piron sont 2 anciens professeurs de français dans le secondaire et auteur du livre La faute de l'orthographe. Et donc, ils présentent ce spectacle à distance. Et le menu qu'il nous propose, c'est de rire avec l'orthographe afin de remettre en cause éventuellement sa cohérence pour ouvrir le débat. Et donc, il y aura un temps conséquent d'échange avec eux ensuite sur finalement l'importance de la maîtrise de la langue française dans l'enseignement supérieur. Le 27 avril, nous aurons le 3e webinaire qui, lui, traitera de l'accompagnement des étudiants en termes de méthodologie, mais contextualisé vraiment au sein des disciplines avec 2 intervenantes, Catherine Collot de Jean Blou Agrobiotech et Marie Laloux de l'ENALUX. Et début mai, la date exacte n'est pas encore fixée, mais a priori, dans le courant de la semaine prochaine, on le saura. Là, pour donner du sens aux remédiations en contextualisant la révision des prérequis et 2 intervenants. Eric Frins de la HEPN, avec lui plutôt une contextualisation dans soins infirmiers, et Fanny Boraïta dans un cours de programmation dans la section informatique à l'université de Namur. Pour aujourd'hui, les tests de prérequis comme outil diagnostique pour proposer un accompagnement adéquat. Xavier Massard, dans un premier temps, qui est coordinateur du projet Passeport pour le bac à l'université de Namur, présentera ces tests de prérequis qui sont mis en place à grande échelle pour les étudiants de bloc 1 à l'entrée à l'université. Et plus particulièrement, il nous parlera de l'impact de la crise sanitaire sur la maîtrise des prérequis chez les primo-étudiants, à la lumière de quelques éléments d'analyse qu'il a pu faire des résultats de ces tests avant et après période Covid. Dans un deuxième temps, Catherine Charles, qui elle est professeure de mathématiques à Jean Blou Agrobiotech, présentera la manière dont elle teste les prérequis à l'entrée de son cours de maths en bloc 1 avec les étudiants bio-ingénieurs.
Et donc, c'est ici une initiative différente de celle proposée par Xavier, puisqu'il s'agit d'une pratique portant sur un cours réputé difficile à Jean Blou et qui est mis en place alors à plus petite échelle par l'enseignante elle-même. Donc, deux sources d'inspiration différentes aujourd'hui. À la fin de chacune des présentations, il y aura un temps de questions-réponses pour gérer ça au mieux dans le temps que nous avons. Je vous invite à poser vos questions dans le chat pendant la présentation et à l'issue de chacune des présentations. Et aujourd'hui, c'est Catherine Collot de Jean Blou Agrobiotech qui va jouer le rôle de modérateur du chat. Donc, elle prendra note de vos questions et elle les posera aux intervenants à la fin de chacune des présentations. Il me reste à faire quelques remerciements. D'abord à vous d'être présents pour ce premier webinaire. Merci aux membres du groupe de travail qui s'affichent ici et qui ont travaillé et qui travaillent encore à la préparation de ces webinaires en collaboration avec moi. Et puis un tout grand merci à Catherine Charles et Xavier Massard aujourd'hui d'avoir accepté d'être les premiers à se lancer pour partager leurs pratiques pour ce nouveau cycle de webinaires. Et donc, je laisse maintenant la place à Xavier Massard. Bon webinaire à tous. Voilà, donc je vais partager mon écran. Je vais activer le diaporama. Donc, si jamais, juste pour me confirmer que… C'est parfait, Xavier, on le voit. OK. Merci. De rien. Alors, donc bonjour à toutes et tous. Donc voilà, je suis le coordinateur du projet Passeport pour le bac au sein de l'Université de Namur. Il s'agit donc, et plus particulièrement pour l'Université de Namur et l'Université Saint-Louis de Bruxelles, puisqu'en fait, il s'agit d'un projet interuniversitaire qui regroupe deux universités. Alors, aujourd'hui, je vais donc vous proposer une présentation en deux temps. D'abord, un bref rappel du projet Passeport pour le bac. Donc, peut-être certains le connaissent déjà bien, d'autres moins. Donc, voilà, ce sera un rappel assez rapide sur le contexte dans lequel est apparu le projet, les objectifs du projet, quelques résultats. Et puis, dans un deuxième temps, voilà, je vous parlerai de quelques analyses que nous avons effectuées sur deux passeports, un passeport disciplinaire mathématique et un passeport transversal de lecture et compréhension d'un texte qui sera suivi de quelques éléments de discussion. Alors, tout d'abord, concernant donc, le projet Passeport pour le bac, donc il faut avoir en tête, avant de parler de ce projet, du contexte de l'enseignement supérieur, ce contexte de libre accès à l'enseignement supérieur que nous avons ici en Belgique francophone. Il y a donc une quasi-absence de filtre à l'entrée dans l'enseignement supérieur, hormis pour quelques filières comme médecine, ingénieur civil ou encore les écoles supérieures d'art. Et à cela vient s'ajouter également une absence d'évaluation certificative externe en fin de secondaire. Donc en Belgique, nous n'avons pas de baccalauréat comme en France. Et donc, tous les primo-étudiants, donc les élèves qui sont en fin de secondaire et qui arrivent dans l'enseignement supérieur, ont donc le même diplôme, un CESS. C'est un diplôme d'accès égal à l'enseignement supérieur, mais ils peuvent avoir des bagages de connaissances et de compétences qui peuvent être très inégaux selon les établissements fréquentés, mais aussi parfois tout simplement selon les options de cours qu'ils ont suivies. Vous pouvez avoir suivi 2 heures ou 4 heures de maths durant vos secondaires et décider de vous lancer dans un master en mathématiques. Par ailleurs, et donc ça c'est un élément des travaux qui ont été effectués dans le cadre de ce projet, il y a une corrélation qui a été démontrée entre le niveau de maîtrise des prérequis des primo-étudiants et leur réussite en fin de première année. Alors, étant donné tout ce contexte, il existe donc, c'est donc dans ce contexte qu'évolue le projet Passeport pour le bac, qui a pour objectif donc de promouvoir et démocratiser la réussite des étudiants de première année universitaire. Alors, concrètement,
dès la rentrée septembre, dès les premiers jours, lors des journées d'accueil, même pour certains passeports, les étudiants vont présenter une évaluation formative portant sur les prérequis, parfois plusieurs évaluations formatives, puisque certains vont présenter, par exemple, un passeport en mathématiques et également un passeport en lecture et compréhension de texte. Donc, dans un premier temps, ils présentent ce test. Ils procèdent également pour chaque prérequis à une auto-évaluation de leur niveau de maîtrise, selon eux, ce qu'ils estiment quel est leur degré de maîtrise de chaque prérequis. Ensuite, ils reçoivent leurs résultats avec leur niveau effectif de maîtrise des prérequis et également une comparaison pour qu'ils puissent juger de leur capacité à s'auto-évaluer. Et donc, l'enjeu principal du projet, c'est vraiment de pouvoir permettre aux étudiants de remédier éventuellement aux lacunes éventuelles en proposant donc, dans un troisième temps des activités de renforcement. Et l'idée, c'est que sur la base du niveau de maîtrise des prérequis et de la possibilité d'identifier, d'avoir leur capacité à auto-évaluer ce niveau de maîtrise des prérequis, qu'il y ait une mobilisation pour participer à ces activités de renforcement. Puisque, en effet, également un autre élément qui a été démontré dans le cadre du projet, le degré de maîtrise d'un prérequis est quelque chose, est modifiable, notamment par l'implication de l'étudiant dans des dispositifs d'aide à la réussite. Il y a une étude donc de Watley et Gayvois qui a montré que à niveau de maîtrise égale à un passeport, eh bien, ceux qui participent à des activités de renforcement obtiennent des meilleurs résultats et sont plus nombreux à réussir en fin d'année dans la matière concernée notamment. Alors, une des problématiques du projet que nous rencontrons, c'est la participation justement des étudiants à ce troisième temps, qui est les activités de renforcement des prérequis qui sont organisées. Alors, nous avons donc quelques résultats ici qui sont issus du projet. Donc, nous nous sommes intéressés pour mieux comprendre cette problématique de la participation des étudiants. Nous sommes intéressés notamment à leur capacité d'auto-évaluation. Et donc, ici, vous avez l'exemple pour un passeport de mathématiques où voilà, on a comparé en fait dans quelle mesure les étudiants s'auto-évaluaient correctement. Et donc, ce qu'on peut voir ici dans ce petit tableau, c'est que pour une grande majorité, les primo-étudiants s'auto-évaluent correctement pour 55% d'entre eux. Donc, si vous prenez le 39%, c'est-à-dire que quand l'étudiant s'auto-évalue comme ayant non acquis un prérequis, effectivement, quand on corrige le test, ce prérequis est effectivement non acquis. Donc, il y a 3 niveaux de maîtrise, brièvement. Non acquis, c'est tout prérequis pour lequel l'étudiant a moins de 60% des points. Partiellement acquis, c'est quand l'étudiant entre 60 et 80%. Et au-delà de 80%, on considère que le prérequis est bien acquis et que l'étudiant a une bonne maîtrise du prérequis. Alors, quand les étudiants s'auto-évaluent mal, ils ont plutôt tendance à se surévaluer plutôt que se sous-évaluer. Et alors, je ne rentrerai pas dans les détails sur le genre, puisqu'on retrouve beaucoup plus de garçons dans la surévaluation et les filles dans la sous-évaluation. Alors, ce qu'on constate ici, c'est qu'il y a une auto-évaluation relativement correcte du niveau de maîtrise des prérequis, mais que cette auto-évaluation n'augmente pas la mobilisation non plus des étudiants à participer aux activités de renforcement. C'est-à-dire que quand les étudiants ont conscience qu'ils ne maîtrisent pas un prérequis, et ce n'est pas pour autant qu'ils vont participer au dispositif de renforcement des prérequis. Alors, on s'est intéressé notamment aux attributions causales que font les étudiants sur leur réussite, quels sont les facteurs explicatifs de la réussite. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu voir? Bien, c'est que, notamment au mois de septembre, à la rentrée, il y a seulement 24% des étudiants qui considèrent les prérequis comme étant un facteur important pour leur réussite en fin d'année. Et quand ils passent les tests blancs au mois de novembre,
Alors là, il y a visiblement une prise de conscience. Là, ils sont, bon, pour la même population d'étudiants, les mêmes étudiants qu'on a interrogés le 15 septembre et qu'on a réinterrogés entre le 1er novembre et le 30 novembre. Là, ils sont maintenant 46% à prendre conscience et à déclarer que les prérequis sont importants pour leur réussite en fin d'année. Et donc, en fait, on constate que pour les étudiants, les prérequis sont plutôt une cause interne qui est perçue comme peu modifiable et incontrôlable par les étudiants pour leur réussite en fin d'année. Alors, il y a également des autres travaux qu'on mène actuellement qui portent notamment sur l'état d'esprit des étudiants sur la base de la théorie de Dweck, qui dit que voilà, il peut, enfin, bon, c'est pas une vision dichotomique des choses, hein, on doit bien s'inscrire sur un continuum, mais vous pouvez avoir des personnes qui ont plutôt un état d'esprit fixe, donc pour qui voilà, vous avez des compétences au départ et voilà, vous avez des capacités et c'est comme ça, elles ne peuvent pas évoluer. Et puis vous avez des personnes avec plutôt un état d'esprit de développement qui estiment que bah, justement non, on peut s'améliorer, on peut avoir développer des meilleures capacités d'apprentissage, etc. Et donc, il semblerait que la majorité des étudiants qui entrent à l'université aient un état d'esprit de développement. Et pour ces étudiants, les prérequis seraient moins importants. Concernant la participation aux activités de renforcement, il semblerait qu'elles ne dépendent pas de cet état d'esprit des primo-étudiants. Donc voilà, on a quand même creusé cette piste-là, mais visiblement, ça ne serait pas lié à l'état d'esprit des étudiants. Donc voilà un petit peu en groupe pour le projet et concrètement et comment dire, les analyses, les recherches qui sont effectuées dans le cadre de ce projet. Alors, donc, dans la suite, dans ce projet également, mais ce à quoi nous nous intéressons maintenant, c'est notamment la crise sanitaire, hein, qui est quand même dans l'esprit de beaucoup de personnes et qui questionne beaucoup de personnes, notamment au niveau de l'enseignement. Et nous avons donc évalué le niveau de maîtrise des prérequis, notamment chez les étudiants entrant à l'université, donc avant et après la crise sanitaire. Alors, je ne vais pas revenir sur tout le contexte hein, de la recherche qu'on a déjà effectuée ici. Vous connaissez bien le contexte de crise sanitaire, hein, donc depuis le printemps 2020, où nous avons eu beaucoup de reconfiguration donc, dans l'enseignement secondaire et différents ajustements qui ont impacté fortement l'enseignement secondaire et donc la formation des élèves que nous accueillons ici dans les établissements d'enseignement supérieur. Et nous avons regardé donc deux facultés, donc au sein de la faculté d'informatique et la faculté des sciences économiques, pour avoir une population assez large et représentative, et aussi parce que dans ces deux facultés, les étudiants présentaient deux passeports. Un passeport plutôt disciplinaire, mathématique, où on testait un ensemble de prérequis, 7 prérequis, et un passeport plutôt transversal, donc de lecture et compréhension de textes universitaires, dans lequel on testait 4 prérequis. Je vais revenir plus en détail sur les résultats portant sur ces prérequis. Ce que nous avons fait, donc en fait, chaque prérequis est évalué et sondé au moyen d'un nombre variable de questions. Donc pour un prérequis, voilà, on va le tester au moyen de 6 questions. Un autre prérequis, on va peut-être le tester au moyen de 4 questions. Donc ce que nous avons fait, nous avons regardé les notes moyennes pour chacun des prérequis que nous avons ramenées sur 10 pour avoir des données plus facilement comparables plutôt que d'avoir des 4 sur 6 comparés à des 2 sur 4, etc. Et donc, nous avons réalisé un test de student bilatéral donc pour un test d'égalité des moyennes, voir s'il y avait des variances significatives au niveau de la moyenne pour chacun des prérequis. Et donc, nous avons également regardé ces passeports parce que les questions étaient inchangées sur les périodes étudiées. Donc, le gros avantage qu'on avait ici, donc il y a plusieurs passeports qui sont remis à jour et évalués chaque année. Mais ici, par exemple, le passeport de mathématiques pour sciences humaines, eh bien, ce passeport n'avait plus été modifié depuis 2017.
On verra qu'en 2021, quelques questions ont changé, mais je vous expliquerai les détails à ce moment-là. Et donc, ça nous permet d'avoir quand même des bons points de comparaison, également pour le passeport de lecture et compréhension d'un texte universitaire, où là, le passeport est le même depuis 2018. Donc, nous avons 2 années avant la crise sanitaire et 2 années après le début de la crise sanitaire. Donc, oui, les notes ont été ramenées sur 10. Alors, quelques résultats. Donc ici, un tableau avec beaucoup de données. On ne va pas toutes les lire en détail, rassurez-vous, mais juste quand même, je voudrais attirer votre attention sur 2-3 éléments, notamment sur la question du mode de passation de ces passeports, donc le contexte dans lequel ont été collectées ces données, et qui a eu une influence notamment en 2020, puisque en fait, ce qu'on constate, c'est que historiquement, on a quand même un taux de participation assez important. On tourne entre 8 et 9 étudiants sur 10, donc primo-étudiants, qui présentent ce passeport de mathématiques durant les années hors Covid. Donc, ce taux de participation est calculé comment? En fait, il s'agit du nombre de primo-étudiants qui présentent le passeport comparé au nombre total de primo-étudiants inscrits dans la filière, donc qui sont supposés présenter le passeport. Et en 2020, en fait, ce taux de participation a fortement baissé. On est tombé à 56%, donc on a touché à peine plus de la moitié des primo-étudiants. Et cela s'explique notamment par le mode de passation du passeport, puisqu'en fait, chaque année, habituellement, le passeport de mathématiques, en tout cas, est présenté en auditoire lors de la journée d'accueil, ce qui lui donne quand même un caractère assez obligatoire, qu'en 2020, étant donné la rentrée dans un contexte sanitaire difficile, les passations se sont faites à distance. Donc, les étudiants étaient chez eux. Ils avaient une période aussi un peu plus longue, 2 semaines, pour pouvoir présenter le passeport. Alors, première chose qu'on peut constater ici, c'est que pour l'ensemble des prérequis testés au passeport de mathématiques, si on regarde déjà avant la crise sanitaire, le niveau de maîtrise de ces prérequis n'est déjà pas très élevé, puisque nous n'avons aucun prérequis avec une note supérieure à 6 sur 10. Donc, toutes les notes sont inférieures à 6 sur 10 en moyenne. Donc, pour rappel, un prérequis est considéré non acquis à partir du moment où l'étudiant a moins de 60%, donc moins de 6 sur 10. Donc, ce sont des notes moyennes. Et alors, si on regarde un peu plus en détail, par exemple, pour la représentation graphique, qu'est-ce qu'on voit? En 2020, donc la ligne bleue que je viens de faire apparaître compare la note de l'année analysée, donc 2017, par rapport à l'année 2020. Donc, non, c'est l'inverse, c'est 2020 par rapport à 2017. Donc, on voit qu'en 2020, la note a diminué de 0,3 points sur 10 en moyenne pour ce prérequis. Et donc, sur la base du test de Student que nous avons réalisé, on constate qu'il n'y a, pour la présentation graphique, il n'y a pas eu de baisse significative du niveau de maîtrise de ce prérequis. Par contre, pour la traduction d'un langage vers un autre, on peut voir que par rapport à 2017 et par rapport à 2018, il y a quand même une baisse significative du niveau de maîtrise de ce prérequis. Alors aussi, peut-être pour bien préciser, ce qu'on a fait, c'est que les résultats de 2017, 18, 2019 sont statistiquement invariants. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'évolution sur ces 3 années, donc il y avait un niveau de maîtrise relativement stable de ces prérequis. Si on regarde la logique et théorie d'ensemble, on voit également là qu'il y a une baisse significative du niveau de maîtrise de ce prérequis en septembre 2020. Pour l'outil algébrique, il n'y a pas de baisse significative du niveau de maîtrise de ces prérequis. Pour l'introduction aux fonctions non plus. Par contre, pour les vecteurs et scalaires, là, il y a une baisse significative du niveau de maîtrise de ce prérequis. Et pour la géométrie, ça, on ne se l'explique pas encore aujourd'hui. Là, on a eu une amélioration significative du niveau de maîtrise de ce prérequis. Alors, il peut y avoir quelques éléments de réflexion par rapport à ça. Notamment, voilà, c'est un peu à double tranchant ici la dia suivante que je vous propose, c'est que
étant donné qu'on avait un faible taux de participation, on s'est quand même questionné sur le public qu'on avait touché lors de cette passation en distanciel en septembre 2020. Et donc, pour la faculté de sciences économiques, on a regardé les résultats des étudiants à la session d'examen de janvier 2021. Donc, en septembre 2020, ils ont présenté un passeport. Et en janvier 2020, ces étudiants, on a regardé comment ils avaient réussi, dans quelle mesure ils avaient réussi leurs examens à la session de janvier, donc les examens relatifs au cursus qu'ils suivent. Et donc, on avait deux groupes. Donc, il y a des 214 étudiants qui avaient présenté un passeport et 100 étudiants qui n'avaient pas présenté de passeport. Et qu'est-ce qu'on constate à la session de janvier 2021? Eh bien, en fait, les étudiants qui n'avaient pas présenté de passeport avaient une note significativement inférieure, de quasi 2,5 points sur 20 en moyenne sur l'ensemble de la session de janvier. Donc, a priori, nous n'avons pas touché l'ensemble des… Enfin, en tout cas, les passeports ont été présentés vraisemblablement par les étudiants, a priori les plus scolaires, en tout cas ceux qui réussissent le mieux leur session de janvier. Donc, peut-être que nous avons sous-évalué l'effet au mois de septembre 2020 sur le niveau de maîtrise des prérequis. Donc, ceci constitue certainement une des limites pour nos données 2020. Notamment, c'est le mode de passation, puisque visiblement, on n'a pas, avec ce mode de passation, on n'a pas pu toucher l'ensemble de la population des primo-étudiants. Nous n'avions également pas d'informations précises sur la quantité de travail à domicile. Donc, pour rappel, durant le premier confinement, le ministère de l'Enseignement obligatoire avait dit dans une circulaire que voilà, il est possible de donner du travail à domicile, mais ce n'est pas une obligation. Donc, chaque établissement d'enseignement secondaire réagissait de la manière qu'il jugeait la plus appropriée. Donc, on n'avait pas de vue, nous, sur la quantité, le contenu de travail, le suivi qui a été donné, etc. Et puis, lors du retour en juin 2020, donc pendant les 2-3 dernières semaines du mois de juin, il y a quand même une reprise des cours en présentiel. Il y a peut-être certains contenus qui ont été favorisés lors du retour en présentiel. Et sur cette donnée-là, nous n'avions pas de vue également non plus. Alors, vu ces premiers résultats, on a quand même voulu un peu creuser un peu plus l'évolution ici en regardant les données en septembre 2021, donc les étudiants qui sont actuellement en première année dans l'enseignement supérieur. Et on a regardé donc de nouveau pour le passeport de maths. Alors ici, pour précision, donc, ce passeport avait un peu évolué puisqu'il y a certaines questions qui ont quand même été revues en discussion entre des enseignants du secondaire et les enseignants titulaires de bloc 1. Et donc, c'est pour ça que vous voyez apparaître ici dans ce tableau une nouvelle colonne qui est le nombre de questions inchangées. Ça va, donc c'est pour ça que les données ici seront légèrement seront différentes, les notes moyennes. Et donc voilà, si vous prenez par exemple la représentation graphique, vous voyez qu'on a 6 questions qui sont restées inchangées sur toute la période observée par rapport aux 9 questions totales. Traduction d'un langage vers un autre, 5 sur 6, et ainsi de suite. Et donc, quand on regarde la période avant Covid, de nouveau, pour l'ensemble de ces prérequis, on voit que le niveau de maîtrise est déjà, là, ça dépasse légèrement 6 sur 10 pour certains, mais sinon, pour la plupart, on est en dessous de 6 sur 10. Et pour 2021, donc là aussi, l'avantage qu'on a maintenant, c'est qu'on retrouve une population a priori un peu plus comparable, puisque la passation, c'est de nouveau fait en présentiel, et on retrouve un taux de participation à 85%. Donc, on touche plus de 8 étudiants sur 10, primo-étudiants. Donc, a priori, que ce soit des étudiants plus scolaires ou moins scolaires, nous avons en tout cas l'ensemble de la population. Alors, pour la représentation graphique, voici l'évolution de la note moyenne concernant ce prérequis. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en 2021, le niveau de maîtrise de ce prérequis a diminué significativement par rapport à 2017, par rapport à 2018 et par rapport à 2019. Donc, clairement, il me semble qu'il y ait quand même une baisse significative du niveau de maîtrise de ce prérequis. Pour la traduction d'un langage vers un autre également, une baisse significative du niveau de maîtrise de ce prérequis. Logique et théorie d'ensemble également.
Outils algébriques, moins, c'est moins significatif. Vous avez quand même ici, enfin bon, c'est faiblement significatif pour 2017. Et introduction aux fonctions, là, vous n'avez pas de baisse significative du niveau de maîtrise de ce prérequis. Et pour la géométrie, où là, on a fait une évolution positive, mais bon, voilà, qu'on peut discuter aussi parce qu'on n'avait pas non plus la population la plus représentative. Ici, ben maintenant, le prérequis géométrie, ici, ben, il est significativement moins bien maîtrisé et c'est celui pour lequel on observe la plus forte baisse, en fait, en 2021 par rapport aux 3 années avant la crise sanitaire. Donc ça, c'est pour le passeport de mathématiques. Donc je continue, hein, sinon Nathalie, tu me dis si je dois, tu me fais un petit signe d'accélérer si jamais il me reste que 2 minutes. Hein. On va dire encore 3 minutes. Ah ouais, bon, on va aller beaucoup plus vite. Alors. Donc pour le passeport de lecture et compréhension d'un texte, donc on a fait les mêmes comparaisons. Et donc ce qu'on a pu voir, c'est que déjà en 2020, bon, on avait la passation en distanciel, donc c'était un peu moins évident, mais on avait une baisse significative du niveau de maîtrise de ce prérequis par rapport aux années précédentes, sauf pour la compréhension des liens, où là, bon, c'était le moins significatif. Et la compréhension de vocabulaire, ben là, on avait une forte amélioration. Bon, la passation en distanciel fait que certainement, ils avaient accès à un dictionnaire ou des ressources sur Internet pour des questions ponctuelles de vocabulaire, ce qu'ils n'ont pas quand ils présentent le passeport, là, ici, en présentiel. Et en 2021, ben, qu'est-ce qu'on voit? Ben, le passeport le prérequis compréhension générale, la note s'améliore, mais reste quand même toujours inférieure par rapport aux années avant Covid, mais la variation ici n'est plus significative. La compréhension fine, la note s'améliore également, mais elle reste toujours inférieure par rapport aux années avant Covid, mais la variation, donc, la baisse est légèrement significative par rapport à 2018, mais pas par rapport à 2019. Par contre, la compréhension des liens, où là, on avait la diminution la moins significative en 2020, ben là, en 2021, elle devient significative. Et la compréhension du vocabulaire, ici, donc rediminue en 2021, puisque là, de nouveau, ils n'ont plus accès à un dictionnaire ou à des ressources sur Internet, mais l'évolution n'est pas significative. Alors, quelques éléments de discussion. Alors, je vais aller assez rapidement, puisque je vois que le temps passe. Mais voilà, il y a un ensemble de questions qu'on peut se poser. Hein. Est-ce que les matières n'ont pas été abordées, pas suffisamment entraînées? Il y avait notamment une étude menée auprès d'enseignants maternels, primaires, secondaires, par du Roisin, qui montre que voilà, il y avait 4 enseignants sur 10 qui avaient commencé en septembre 2020 par des matières non vues l'année précédente, 9 sur 10 qui estimaient que les inégalités scolaires s'étaient amplifiées, la moitié que l'écart entre les plus forts et les plus faibles s'était creusé. Si on regarde notamment les données pour la rentrée 2021, ben on sait qu'il y a eu une définition d'apprentissage essentiel, de contenu essentiel, à la fois pour l'année scolaire en secondaire en 2020-2021 et cette année-ci également aussi, donc 2021-2022, donc ça qui concerne les primo-étudiants que nous accueillerons en septembre 2022. Il y a eu l'enseignement hybride en 2020-2021 et on a encore observé par moment de l'enseignement hybride cette année-ci, plus les quarantaines, à la fois pour des élèves et des enseignants qui ont fortement perturbé l'enseignement. Alors, est-ce qu'il y a eu des réactions différentes au niveau des établissements d'enseignement secondaire? Il y a eu une enquête qui avait été menée auprès de 6000 élèves ici, par Baudouin, en juin 2020. Et donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Vous avez par exemple 65% des élèves qui déclarent durant le premier confinement, en tout cas, ne jamais discuter ou moins d'une fois par semaine de vive voix avec un ou des enseignants. Et 20% avaient jamais ou moins d'une fois par semaine un contact avec un ou des enseignants. Par ailleurs, La Fontaine disait que nos élèves, nos écoles et nos enseignants étaient incontestablement moins bien préparés que ceux d'autres systèmes éducatifs, dont la Flandre a basculé dans des formes d'enseignement à distance utilisant des ressources numériques. Donc, il y a toute la question aussi de la maîtrise des outils numériques, à la fois par les enseignants, mais aussi par les élèves du secondaire lorsqu'ils étaient à distance. Alors, il y a aussi la question de l'habitude au travail scolaire, mais toujours selon cette même enquête auprès de 6000 élèves. Voilà, si on regarde la valeur attribuée au travail scolaire, mais la plupart de ces activités m'ennuient profondément. Un peu moins de 40% sont plutôt tout à fait d'accord avec cette affirmation. J'ai l'impression de travailler beaucoup pour pas grand-chose. Un peu plus de 45% sont plutôt tout à fait d'accord avec cette affirmation lorsqu'ils ont repris l'école
lors de la première vague. Ou bien est-ce qu'il y a une démotivation plus générale pour les études? Donc, selon cette enquête également, il y avait 18% des élèves qui ne sont pas retournés en classe alors qu'il y avait des cours organisés pour leur classe. Il faut savoir qu'à partir du 25 mai, là, beaucoup pour les deuxièmes et les sixièmes secondaires devaient retourner notamment en classe, mais certains n'y sont pas retournés, tout simplement. Donc voilà, toute une série de questionnements, d'éléments qui peuvent être soulevés. J'en arrive donc à la conclusion. J'ai été un peu rapide sur ces derniers éléments, vous pourrez les compléter, mais bon, tout ceci amène quand même à se questionner sur la prochaine rentrée 2022, puisque en septembre 2022, ici, les établissements d'enseignement supérieur vont accueillir les primo-étudiants qui étaient élèves en 4e, 5e, 6e secondaire, 3 années durant lesquelles ils ont eu un enseignement complètement reconfiguré à ce moment-là. Il y a eu les contenus essentiels définis par le ministère de l'Enseignement obligatoire, l'hybridation, les quarantaines, etc. Et donc, je pense qu'il est important d'envisager un dialogue entre le secondaire et le supérieur, notamment en informant objectivement les enseignants de première année de l'enseignement supérieur sur cette évolution, et de sensibiliser également à la fois les enseignants et les autorités académiques sur l'importance de prévoir des dispositifs d'aide à la réussite qui soient adaptés pour ces primo-étudiants. Voilà, j'ai terminé, Nathalie. J'espère. Merci beaucoup, Xavier. On a été assez. C'était très complet, très intéressant, et tous ces chiffres, cette étude et cette fouille aussi dans la littérature donnent, je pense, beaucoup de sens aux partages qui vont suivre dans les différents webinaires et aux discussions qu'on peut avoir. Donc, vous étiez invité à poser vos questions dans le chat. Je ne sais pas si c'est déjà le cas. Catherine Collot. Présente. Oui, ben, je me joins aux félicitations, Nathalie. C'était super intéressant, et je pense que la plupart des participants à ce webinaire abondent dans votre sens sur vos conclusions. Moi, j'ai une petite question à vous poser par rapport à la participation en présentiel. Je me demandais au début de la présentation si elle était obligatoire ou pas. Visiblement pas, puisqu'il y a un taux de participation qui est affiché. Mais comment vous les motivez pour venir faire ce passeport finalement? Alors, il y a plusieurs approches, ça dépend aussi notamment de chaque faculté, mais l'idée souvent, c'est quand même de proposer le passeport quand c'est en présentiel durant la journée. Donc, c'est mis au programme de la journée d'accueil, il y a un créneau horaire qui est prévu. Vous avez parfois les doyens qui accompagnent pour plaider pour la passation de ce passeport. Voilà, ça passe surtout avec une motivation via le soutien des autorités académiques, ça c'est ce qui marche fort bien. Maintenant, voilà, comme pour toute journée d'accueil, c'est un peu comme pour les enseignements, il n'y a pas d'obligation d'être présent, donc s'ils ne sont pas là, voilà, on ne peut pas les obliger à le présenter. Donc, il y a déjà une part de motivation au départ par rapport à ça. Ouais. Par rapport aux participations aux activités, est-ce que vous avez déjà pensé à mettre une petite carotte, quelque chose qui les encouragerait à aller participer à toutes ces activités? C'est justement toute la problématique du projet sur laquelle on essaye, on plaide le plus possible. Alors, bon, il faut pour ça qu'on ait l'adhésion et la participation d'enseignants qui ont en général le pouvoir de note. Ça, c'est quelque chose qui marche quand même assez bien. Maintenant, il est difficile pour une activité non obligatoire comme ces activités de renforcement, de leur donner une carotte. Si un enseignant pourrait très bien, oui, proposer des points en plus, mais bon, ce sera encore à discuter, voir si ce serait juridiquement possible au sein des institutions. Maintenant, voilà, je sais qu'il y a la réforme du décret paysage, donc il va fonctionner pour moi un peu en décalé, puisqu'en fait, elle va proposer donc cette réforme propose maintenant, enfin, va obliger tous les étudiants qui auront acquis moins de 30 crédits la première année à prendre des heures de remédiation, qui visiblement, de ce que j'entendais encore un peu ce matin, pour lesquels il y aurait des crédits. Mais ce sera en décalage, puisqu'en Ça fait, arrivera fort tard.
voilà, ça arrivera déjà après 1 an. Ouais. Donc, ils auront, entre guillemets, quasi perdu 1 an, alors que Ouais. bon, si on connaît déjà la problématique au départ, pourquoi ne pas tout de suite prendre le taureau par les cornes? Mhm, Donc, mhm. voilà. Nous, on a pour certains, en fait, des petits points bonus pour les tests de novembre. Alors, ça marche bien et c'est pas ça qui va faire qu'un étudiant qui doit rater va réussir ou qu'un étudiant qui va réussir va rater, mais c'est quand même un petit gain pour les étudiants et effectivement, ça marche bien. On aimerait qu'ils se motivent pour ça sans les carottes, mais dans la vraie Mhm. vie, c'est pas toujours le cas. Alors, j'ai une question de François-Xavier en vitesse. L'analyse de prérequis et l'action sur ceux-ci ne devrait-il pas être inclus dans le cours donné par l'enseignant comme un passage obligé? Alors, oui, enfin, c'est intéressant parce que c'était un point à l'ordre, enfin, qui a été abordé dans une réunion que j'ai eue justement ce matin avec les équipes qui collaborent au projet. Il y a plusieurs personnes qui plaidaient justement pour l'intégration du dispositif dans ce qu'on appellerait un parcours de l'étudiant. Mhm. Et donc, les passeports feraient partie, et surtout les activités de renforcement feraient partie de ce parcours, auraient un caractère obligatoire de cette manière-là. Et je pense qu'effectivement, ce qu'on a constaté aussi cette année-ci, il y a une équipe pour un passeport en chimie qui a eu une forte implication de la part des 2 enseignants titulaires de cours, où ces 2 enseignants ont fait la promotion durant leur premier cours, ont axé une partie d'un cours sur une suite en lien avec le passeport, pas nécessairement les 2 heures, mais en tout cas quelques éléments. Et ça, on a vu tout de suite une très forte amélioration du taux de participation pour ce passeport, qui était là en distanciel. Et on sait que pour les passations distancielles, on a toujours des taux de passation plus faibles, mais là, cette année-ci, ce passeport-là a eu vraiment un succès énorme. Donc, Super. ça joue, quoi, ça influence. Eh ben, ça va me faire une très belle transition avec Madame Charles qui va nous faire sa présentation maintenant, puisque elle, c'est dans le cadre de son cours de mathématiques que ces activités sont mises en place. Et on reviendra après pour une question supplémentaire qui est arrivée, mais comme ça, on ne décale pas trop. Et je respecte les ordres de mon chef, Madame le maire. Encore merci. Merci, merci Catherine. Une autre Catherine nous attend maintenant, c'est Catherine Charles. Oui, je partage mon écran. Ok, donc je me présente, je suis donc Catherine Charles, qui est responsable des cours de mathématiques à la faculté de Jean Blou, qui forme les bio-ingénieurs. Et donc je vais vous présenter donc ma façon de tester les prérequis à l'entrée donc de mon cours de mathématiques de premier bachelier, et donc d'essayer comment j'essaie de stimuler les étudiants à revoir ces prérequis que je considère comme étant importants, surtout en mathématiques. Alors pour vous mettre un petit peu le contexte, donc nous, quand les étudiants arrivent à la rentrée, ils ont donc 2 semaines de mise à niveau qui n'ont rien à voir avec les sessions préparatoires qui sont optionnelles et qui ont lieu pendant l'été. Et donc ici, c'est à la rentrée. Ils commencent par 2 semaines de mise à niveau qui sont plutôt générales, dans le sens où on leur présente l'université, la faculté, les différents services dont ils auront besoin durant l'année. On leur présente les différents cours, et ils ont aussi une mise à niveau dans différents cours, dont mathématiques et physique. Donc ça veut dire qu'il y a 10 heures de mise à niveau en mathématiques et 6 heures de mise à niveau en physique. Et donc ces mises à niveau de mathématiques et physique sont un peu liées, puisque c'est donc les 2 professeurs de physique et moi-même, prof de maths, qui nous sommes mis ensemble donc pour concevoir ces mises à niveau. Alors, ces mises à niveau, c'est retravailler les prérequis qu'on considère comme étant importants pour débuter le premier quadri de la première bac. Et donc, il y a des prérequis donc d'algèbre, de trigo. Les vecteurs, c'est juste les composantes des vecteurs, les unités et un petit peu d'analyse. Et donc, les professeurs de physique et moi-même, donc, nous avons conçu un syllabus donc, qui reprend ces mises à niveau. Donc, il y a à chaque fois un rappel théorique pour chaque matière, des exercices développés et puis des exercices qui seront faits dans la lors des mises à niveau. Et donc, dans le syllabus, il y a juste la réponse finale. Donc voilà, donc ça, c'est
pendant les 2 semaines à la rentrée. Et donc, pendant ces 2 semaines, ils reçoivent aussi un deuxième syllabus qu'on appelle le syllabus de drill, de mathématiques et de physique. Et donc, en fait, ce syllabus de drill contient 280 petits exercices, juste avec la solution finale. Ce sont vraiment des petits exercices, il ne faut pas un grand développement. Et donc, il y a une partie de ces exercices-là qui sont résolus lors des séances de mise à niveau, mais évidemment, le reste, c'est pour s'entraîner. Et donc, ils doivent le faire par eux-mêmes. Et donc, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce syllabus de drill, voilà, en algèbre, savoir développer les produits remarquables. Vous voyez qu'à chaque fois la réponse qui est à côté, savoir en analyse, donc retracer les graphes de fonctions élémentaires. En trigo, savoir les valeurs remarquables. Voilà, les vecteurs, c'est savoir retrouver donc les composantes des vecteurs si on a l'angle et la norme. Avoir les unités de physique. Voilà, savoir retravailler sur une relation. Donc, si par exemple, ici, on a une relation en physique, que toutes les variables sont inchangées sauf une qui fait fois2, que devient la force? Elle fait fois2 aussi. Donc, des petits raisonnements logiques comme ça en lien avec la physique. Et donc, vous pouvez voir qu'à chaque fois, ce sont des très courts raisonnements et ils ont la réponse qui est visible, enfin qui est donnée dans le syllabus de drill. Et donc le syllabus de drill est là pour qu'ils s'entraînent sur ce qu'on considère comme étant les prérequis des cours de maths et physique de premier bac au premier quadri. Alors après ces 2 semaines, la semaine qui suit ces 2 semaines de mise à niveau, donc les cours et les TP commencent, mais ce qu'on fait aussi, c'est un test blanc. Donc comme son nom l'indique, c'est un test blanc donc qui ne compte pas et qui a lieu donc juste la semaine après les 2 mises à niveau. Et ce test blanc consiste donc à prendre 15 questions au hasard dans ce syllabus de drill. Et donc, ils doivent bien sûr nous donner la réponse dans un temps imparti. Donc, tout le monde le fait en même temps en auditoire. Alors, la cotation est assez sévère dans le sens que c'est 0 ou 1. Donc, soit ils ont la bonne réponse, elle est complète, voilà, soit c'est faux. Donc, si par exemple, dans un polynôme du second degré, il faut 2 racines, ils n'en donnent qu'une, mais ils vont avoir 0 sur 1. Et donc, je leur explique que ce test-là, c'est que chacun de nous prend de l'information. Donc, moi, je prends de l'information sur mon auditoire. Tiens, cette année-ci, ils ont vraiment du mal en trigo, ou, etc. Et puis, je dis, vous prenez l'information sur votre propre situation au niveau de qu'on considère comme étant important comme prérequis pour bien débuter l'année. Et donc, c'est une façon de leur dire, faites-le sérieusement. Donc, ça, c'est le test blanc. Et suite à ce test blanc, que fait-on? Donc je corrige moi-même le test blanc en auditoire en faisant là vraiment tout le développement complet. Il y a bien sûr une consultation des copies corrigées pour les étudiants qui le souhaitent, donc qui est organisée. Pour ceux qui ont raté ce test blanc ou qui n'ont pas les points qu'ils espéraient, on les renvoie aux documents sur eCampus qui contiennent donc des rappels théoriques, des exercices développés, etc. Et puis on les renvoie aussi au monitorat. Donc ici, tous les mercredis après-midi, les assistants sont disponibles pour répondre aux questions des étudiants. Et donc, ils peuvent aller poser leurs questions sur les mises à niveau également. Et puis, bien sûr, moi, si je me rends compte que cette année-ci, l'atrigo ne s'est pas passé du tout, lorsque je travaille avec de l'atrigo lors de mon cours, j'insiste sur l'atrigo, par exemple. Donc voilà, donc ça, c'est la suite que l'on donne au test blanc. Alors, suite à cela, ça ne s'arrête pas là. Suite à cela, donc là, on avait la rentrée, on avait les 2 semaines de mise à niveau, puis la semaine suivante, donc on est déjà début octobre, on fait le test blanc. Et puis très vite, fin octobre, début novembre, nous, ce que nous avons à Jean-Blou, c'est une semaine dans laquelle il n'y a pas cours. Les cours sont suspendus pour faire tous les tests de novembre sur une semaine. Donc, c'est les tests de novembre dans toutes les branches pour lesquelles il y a eu cours lors du premier quadri jusque-là. Donc, il y a bien sûr test de novembre en maths, en physique, en chimie, en bota, etc. Et puis là, nous avons une carotte dont parlait Madame Collot pour qu'ils fassent correctement ces tests de novembre. Nous, pour chaque branche, donc, il y a 2 points de l'examen de janvier qui consistent en fait en les points de novembre. Donc, les points de novembre sont reportés sur 2 points et interviennent donc sur 2 points de l'examen de janvier. Donc, c'est une carotte pour les motiver à faire correctement ces tests de novembre et en même temps, on ne les pénalise pas trop. Et en plus donc du test de novembre dans toutes les branches, on a rajouté de nouveau le test sur le syllabus de drill de mathématiques et physique. Donc de nouveau, on reprend 15 questions au hasard et dans un temps imparti, ils doivent nous donner la réponse. Et alors,
nous mettons une carotte, ou là c'est peut-être plutôt un bâton supplémentaire, c'est que ce test, si les étudiants n'ont pas 10 sur 15 au test de drill, les tests de mathématiques et de physique vont être corrigés, donc ils vont pouvoir venir voir leur copie, voir où ça n'a pas été, etc. Mais les 2 points qui sont reportés dans l'examen de janvier, ben, ce sera un 0. Donc, ils doivent avoir au moins 10 sur 15 pour que leur note du test de maths et de physique soit vraiment prise en compte dans l'examen de janvier. Sinon, ils ont 0 sur 2 déjà pour cette partie-là à l'examen de janvier. Donc, c'est une façon d'insister sur le fait que on considère que les prérequis sont très importants, aussi bien pour les cours de maths que pour les cours de physique, et que ces deux matières sont en interaction et que les prérequis de maths et de physique sont importants pour les deux cours. Alors, il va de soi évidemment qu'il y a une corrélation entre les résultats du test de drill, du test de maths et du test de physique. Quelqu'un qui a réussi ces tests de maths et de physique a forcément réussi le test de drill sur les prérequis. Alors, suite au test de novembre, on recommence. Donc, je fais moi-même la correction en auditoire. Il y a la consultation des copies. On renvoie toujours aux documents sur eCampus. Il y a toujours le monitorat. Et bien sûr, je tiens compte de ce qui s'est passé lors du test de novembre pour la suite de mon cours. Alors, que peut-on donc tirer de tout ça? Qu'est-ce que je peux conclure un petit peu de cette façon de faire? Tout d'abord, juste une petite remarque. Donc, c'est une initiative qui au départ était personnelle, et puis je me suis mise avec les enseignants de physique pour l'étoffer un petit peu. Donc, c'est vraiment une initiative toute isolée dans le cours. Il n'y a pas de budget spécialement prévu. Donc, on fait avec les moyens du bord et en essayant d'être rationnel. Au niveau de ce que je considère comme étant positif, c'est que donc avant 2016, je faisais juste le test blanc en septembre, en mathématiques, uniquement en mathématiques, donc pas avec la physique. Et donc c'est depuis 2016 qu'on rajoute le test également en même temps que les tests de novembre, et que donc ça intervient aussi pour les 2 points dans l'examen de janvier. Et donc on peut voir qu'il y a eu une augmentation du taux de réussite de l'examen de janvier qui n'est pas négligeable. Alors je n'ai juste pas tenu compte de l'année 2021 dans ces statistiques-ci. Donc voilà, c'est une augmentation du taux de réussite pour finalement une quantité de travail assez limitée. Le syllabus de drill, il est fait. Le test de drill de septembre, je prends tout le temps le même, donc c'est exactement les 15 mêmes questions. Voilà, il y a juste le test de novembre qui change à chaque fois, mais ça va assez vite et les corrections sont assez rapides. Donc voilà, c'est assez positif à ce niveau-là. Au niveau évidemment de l'amélioration ou de ce qui est peut-être, voilà, à prendre en compte, c'est que ça va très vite en fait. Donc il y a la rentrée, les étudiants, on les mise à niveau, mais ils reçoivent énormément d'informations. Donc on leur dit déjà qu'il y aura un test blanc, qu'il y aura le test de novembre, et cetera. Mais voilà, ils reçoivent énormément d'informations. Le test blanc, beh, c'est fin septembre, début octobre, c'est la première prise de conscience en tout cas de: «Ah, il y a des points, tiens, je connais mes prérequis ou je ne les connais pas». Puis le temps de faire le retour du test blanc, et puis on arrive tout de suite fin octobre, il y a déjà, début novembre, les tests de novembre qui reviennent. Donc voilà, c'est peut-être un temps de réaction assez court, mais en même temps ce sont des prérequis, donc c'est normal qu'on considère que ce soit, à travailler dès le début de l'année, forcément. Et puis bon, le suivi n'est pas personnalisé pour chaque étudiant. Tiens, toi, tu as un problème en trigo, voilà ce que je te conseille de faire. C'est donc bien sûr des retours qui sont globalisés pour tout l'auditoire. Voilà. Alors, avant de terminer cette présentation, je voudrais juste vous présenter quelques chiffres et peut-être en même temps vous faire part de mon désarroi pour l'année 2021. Donc, vous voyez que ça, c'est les tests de drill uniquement. Donc, les codes sont sur 20. Voilà la moyenne, en septembre. On pouvait dire que jusqu'en 2020, même s'il y avait une petite baisse, voilà, j'étais aux alentours de 7, et qu'aux alentours de 30 et plus de 10 sur 15 en septembre. Et puis on voit une amélioration en novembre. On arrive à aller proche des 50 qui ont plus de 10 sur 15 en novembre, sauf en 2021 où vous voyez que c'est assez, catastrophique. Voilà, et donc c'est certainement le covid qui est passé par là, comme, l'a dit l'interlocuteur, précédent. Voilà, mais donc, suite à ces résultats, au second quadri, on essaye, de mettre des choses en place, pour y remédier, mais c'est un autre débat. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je rends la parole à Nathalie Oui, merci beaucoup Catherine. ou Catherine.
Très intéressant comme initiative aussi. Comme tu le dis, hein, une autre échelle que ce que Xavier nous a présenté avant, mais on voit que l'effet Covid présenté longuement par Xavier, tu le constates aussi avec ta cohorte. Hein. Ouais. Catherine Collot, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, moi, forcément, je suis un petit peu biaisée puisque je connais très, très bien la méthodologie que Catherine mettait en place par rapport à tout cela. Il n'y a pas spécialement, ou alors j'ai loupé, mais il n'y a pas Moi, j'en ai une spécialement de alors, si tu questions. veux. Oui, parce que moi, j'en ai aussi, mais je préférerais à la limite que ce soit des personnes qui ne connaissent pas aussi bien le sujet. Moi, je me dis une chose dans les limites hein, que tu mentionnes, Catherine, c'est le temps qui se passe entre la passation du premier test et du second, et puis le temps aussi pour récupérer les corrections et sa note. Est-ce que ce serait envisageable que les étudiants puissent passer le premier test de septembre en ligne pour obtenir un résultat instantané, en tout cas au moins une note instantanée, et que par la suite peut-être les développements soient corrigés et qu'il y ait une consultation de copie plus importante, mais puisque tu disais la cotation est sévère, c'est juste ou c'est faux, et donc finalement c'est la réponse finale qui compte, est-ce que c'est une chose à laquelle vous avez déjà pensé ? Alors, pas spécialement, parce que voilà, ce dispositif est en place et c'est vrai qu'on se repose un petit peu dessus. Mais le problème, donc en ligne, oui, ça forcément, ça permettrait de raccourcir le temps. Mais il y a toujours un petit peu le problème des mathématiques en ligne. C'est que les étudiants doivent taper des mathématiques sur l'ordinateur. Et voilà, ça, c'est toujours plus compliqué. Alors, dans ce cas-là, parfois, il y en a qui proposent de passer à des QCM, mais alors c'est biaisé parce qu'on propose des choix, ils ne doivent pas sortir la réponse par eux-mêmes. Donc, il y a toujours un petit peu cette difficulté des mathématiques à distance, je trouve, qui n'est pas évidente à gérer. Mais oui, ce serait l'idéal, même si la correction ici va assez vite. Mais bon, oui, ça prend quand même vite une semaine, le temps de corriger, puis d'encoder les résultats et de les refaire. Voilà. Mais tout le problème aussi, c'est ceux qui ont trop de lacunes dans les prérequis. On ne sait pas tout voir 6 ans du secondaire en 2 semaines. Donc, Oui, bien on sûr. réfère pendant ce temps-là ceux qui ont des lacunes, mais pas de trop grandes lacunes. Forcément. Voilà. Je voudrais juste un petit peu, parce que je trouve qu'elle est fort sévère avec elle-même par rapport à cette année. C'est clair que le taux a bien chuté en mathématiques, mais on voit quand même une amélioration considérable entre les résultats de novembre et de janvier en mathématiques. Oui. Donc les étudiants se sont quand même ressaisis, ont retravaillé et ont pas mal réussi. Et là où par contre c'est resté catastrophique et peut-être que ça s'est même aggravé, c'est pour les répétants en mathématiques. Donc, bizarrement, les étudiants qui étaient déjà chez nous l'année dernière. Et là, effectivement, c'est plus prégnant comme problème. Mais on voit quand même à chaque fois une augmentation entre novembre et janvier. Et je pense que ce dispositif leur fait aussi comprendre petit à petit que, voilà, il y a des choses qu'ils doivent savoir s'ils veulent être en forme et en tout cas en bonne position pour réussir leur examen de janvier. Oui, oui, je confirme. Donc, janvier, ils se sont améliorés. Voilà. Et une dernière chose aussi que je trouvais super importante et sur laquelle on peut insister, c'est tout le travail que Catherine a fait avec le professeur de physique pour coupler les deux matières parce que les étudiants font trop la différence et font trop de ces deux matières, des matières totalement différentes. Or, en physique, on utilise l'outil mathématique. Et de par ces séances de mise à niveau qu'ils font pendant les 2 semaines d'accueil et de réactivation des connaissances, les assistants travaillent vraiment sur ce point-là, de leur faire comprendre. Oula. Catherine, on ne t'entendait plus, mais on t'entend de nouveau. Ah, oui. Donc finalement, ne pas posséder l'outil mathématique va les handicaper en maths,
mais va aussi surtout les handicaper en physique, Oui. puisque là, la difficulté, c'est l'outil mathématique et la mise en pratique dans une situation physique. Donc ça, je pense que c'est vraiment un gros travail qui a été fait par rapport à ça et qu'il faut souligner. Voilà. Bien, je crois qu'il n'y a plus de questions, qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Il y en avait, mais Monsieur Massari a très gentiment répondu, donc voilà. Oui, j'avais peur pour le timing d'être sûr que... Mais il est 14h01. On est Magnifique. parfait. J'abonde dans le sens des propos de Catherine et Catherine concernant les maths et la physique. Hein, donc, puisque dans les passeports, je n'en ai pas parlé ici, mais il y a de nombreux passeports. Mais on a notamment en faculté des sciences un passeport de maths physique qui est regroupé. Et donc, puisque justement, comme vous le dites bien, les enseignants de physique ont bien conscience que sans les mathématiques, ils ne pourront pas faire grand-chose en physique. Et donc, ils ont décidé de regrouper ce passeport et les questions sont calquées voilà, sur la nécessité de maîtriser les mathématiques pour pouvoir faire de la physique. Ouais. Voilà. Eh bien, un grand merci à tous. Surtout, merci à Xavier, Catherine et Catherine pour les partages et Catherine pour la gestion des questions. À bientôt.